Je voudrais d'abord que cette première séance du séminaire de cette année soit dédiée à Michel Serfati, qui est mort il y a quelques jours. C'était un pilier de l'IREM d'abord, c'était un mathématicien, un philosophe des mathématiques, un historien des mathématiques. Il avait une immense culture dans tous ces domaines. Et il essayait de la faire partager, notamment au cours d'un séminaire qui s'appelait Épistémologie et histoire des idées mathématiques qu'il tenait à l'IHP très régulièrement. Ça fait je ne sais combien de temps. C'était une véritable institution où il a fait venir parler des mathématiciens tout à fait éminents et des personnalités éminentes dans tous les domaines que j'ai cités, philo, maths et histoire des maths. Et ce qui ne va pas toujours de pair, il faut bien le dire. En plus de tout ça, c'était un homme absolument extraordinaire, d'une gentillesse extrême, et il va beaucoup nous manquer. Alors j'en viens à ce sujet. Bon, je remercie beaucoup Fabrice d'avoir pris le risque de m'inviter à ce séminaire. Bon, j'ai eu l'habitude beaucoup plus de faire parler les gens que de parler moi-même. Vous allez vite comprendre pourquoi, je pense. Et donc, j'ai accepté de parler de ce sujet, enfin, j'ai proposé plutôt de parler de ce sujet. Il va s'agir essentiellement, enfin, mon objectif, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est d'essayer de rendre clair, pour des matheux, des choses dont on a entendu parler, dont on entend parler tout le temps, et pour lesquelles on est peut-être un petit peu embarrassé quand il s'agit de leur donner un statut précis. Les matheux aiment bien avoir des énoncés précis, et voilà, et on a du mal à formuler un énoncé mathématique précis qui traduise cette idée que l'hypothèse du continu est indécidable. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hypothèse du continu est indécidable? Ben, ça veut dire quelque chose de très précis que j'aimerais essayer de vous faire partager. Voilà. Je vais commencer par des choses, enfin tout va être ultra élémentaire de toute façon, donc je m'en excuse auprès des éminents collègues que j'aperçois là, ils n'apprendront pas grand-chose, mais après tout c'est pas grave, ils ont pris des risques, ils assument. Alors je vous invite à vous manifester bruyamment si ça va pas, si vous contestez ce que je dis, ce que j'espère, et je vous promets la réciprocité, c'est-à-dire que si je ne suis pas content de vous, je vous le ferai savoir. Bien, alors... dans quel sens ça marche? Comme ça. Voilà. Un groupe, ben voilà, donc tout le monde sait ce que c'est un ensemble avec une opération binaire et ce qu'on appelle un élément distingué qui vérifie trois propriétés. Je vais aller vite. En général, bon, ah oui, il faut quand même vous dire quelque chose. J'ai fait déjà cet exposé à peu près 4 ou 5 fois, un peu partout. Mais comme je n'ai aucune honte, j'ai les reproposé cette fois-ci. Alors, c'était dans divers coins de France, mais je me suis aperçu avec terreur il y a quelques jours qu'une de ces fois avait été enregistrée et visible sur le net. C'était à Lyon, à des journées de la PMEP. Bon, mais c'était sûrement beaucoup moins bien que ce que je vais faire aujourd'hui. Bien. Alors, c'est pas grave. Oui, donc, d'habitude, quand je fais ça, je perds du temps avec ça en faisant réagir la salle, en faisant participer les personnes, en disant « alors, c'est quoi les trois propriétés que... » Bon, je ne vais pas m'amuser à ça avec vous. On va y aller, voilà, donc les trois propriétés qu'on demande à un groupe, c'est ça, que l'opération soit associative, qu'il y ait un élément neutre, et qu'il y ait un symétrique. En général, je passe mon temps aussi à demander aux gens quel est leur groupe favori, puisque chacun de nous a un groupe favori, alors ça peut être ça, ça peut être ça, oui, ça peut être ça, bon, bref, voici des exemples un peu... Enfin, il y en avait un qui était sérieux quand même. Bon... Voici quelques autres exemples, donc les entiers relatifs bien sûr, les réels non nuls avec la multiplication, les matrices de 2 inversibles à coefficient réel, bon, les entiers modulo 2, et puis quoi encore? Ah oui, ça c'est peut-être le préféré de beaucoup d'entre vous, c'est le groupe trivial. Bon, voilà. Alors, voici donc les propriétés que j'ai écrites tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement les axiomes de la théorie des groupes. D'accord?
Alors, ce qui m'intéresse, c'est de regarder plus précisément comment ils sont fabriqués, comment sont écrites ces trois propositions. Elles sont écrites en utilisant un langage qui utilise des symboles. Alors, facile de faire l'inventaire des symboles en question. Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit là-dedans? On aperçoit des variables, x, y, z. On aperçoit des connecteurs logiques. Alors, on ne les aperçoit pas tous, parce que fort heureusement, chaque proposition n'est pas obligée de faire intervenir explicitement chaque connecteur. Mais enfin, bon, là, il y a le seul qui intervient ici, c'est le « et » d'ailleurs. Bon, OK. Mais il pourrait y avoir non, ou, implique, équivaut à, etc. Bien. On voit aussi des quantificateurs. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Le signe égal, oui, mais ce n'était pas ça qu'il fallait dire d'abord, mais c'est pas grave. Allez. Les quantificateurs, les parenthèses, le signe égal, d'accord, et quoi encore? L'égalité, ça y est, oui. L'étoile, ouais. L'étoile, j'appelle ça un symbole d'opération binaire pour des raisons mystérieuses, mais que vous comprenez quand même. D'accord? Donc voilà, ça c'est le langage. Alors maintenant, on va se fixer une contrainte sur ce langage, qui est une contrainte dictatoriale, et que voici, c'est que... Ah, j'ai oublié le... Ah, ben voilà, vous voyez, j'ai oublié le symbole de constante E. Voilà. E, c'est une lettre qui est appelée à désigner ce qu'on appelle l'élément distingué dans le groupe. Bon, excusez-moi pour cet oubli. Voilà, maintenant là, je pense qu'on est arrivé au bas de l'écran, donc ça doit être tout. Oui, alors, ce que je disais, c'est qu'on se fixe une contrainte supplémentaire relative aux quantifications, et donc aux variables. On exige que les variables ne soient appelées à désigner que des éléments du groupe, de l'ensemble en question. C'est-à-dire pas des sous-ensembles, pas des fonctions, pas des objets extérieurs, pas des entiers, etc. Et donc les quantifications ne porteront que là-dessus. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas dire, en tout cas a priori, on aurait du mal à écrire avec cette contrainte que le groupe est cyclique, parce que si vous voulez dire que le groupe est cyclique, vous avez une quantification sur les entiers. Vous êtes obligé de dire que pour tout x, il y a un entier n, tel que, enfin pour tout x qui n'est pas l'élément neutre, eh bien il y a un entier n, tel que x composé avec lui-même n fois me redonne. Alors évidemment, on pourrait se dire, il y a peut-être des moyens détournés de le faire en évitant de quantifier sur les entiers. Bon. Je ne veux pas discuter de ça, on ne peut pas dire non plus le groupe est simple, parce que si on voulait dire ça, on serait obligé de quantifier sur les parties, puisque c'est une question relative au sous-groupe, on va être obligé à un moment de dire quelque chose, quel que soit le sous-ensemble, si c'est un sous-groupe, alors bon, et ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas en tout cas directement. Donc, c'est en raison de cette contrainte, on appelle ces langages dont j'ai parlé les langages du premier ordre. D'accord, ça va? On peut continuer? Bon. Alors, je vous présente une autre proposition du même langage, et là, quand même, il faut vous faire bosser un peu, il faut que vous me disiez ce qu'elle signifie. Et comme l'exposé prévu est un peu long, vous êtes prié de faire vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Exactement, ça veut dire que l'élément neutre est unique. Ça dit quoi? Ça dit, quel que soit U et V, si U est élément neutre et si V est élément neutre, alors U égale V. Donc c'est l'unicité. Alors évidemment, il n'y a pas une seule façon de le dire, il y en a plein. J'aurais pu utiliser le symbole E pour le dire. J'aurais pu dire juste, si pour tout x, x étoile U égale x et U étoile x égale x, alors x égale E. C'est une autre façon de le dire. Bon, voilà, ok. Bien. Alors, qu'est-ce qui vient après? Mystère. Non, pardon, je vais dans l'autre sens. Voilà. Elle exprime l'unicité, très bien. Alors ça, je dis que c'est une conséquence des axiomes, parce que si vous vous souvenez, si vous avez une très bonne mémoire, vous savez que l'unicité en neutre sévit dans n'importe quel groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que j'ai une structure qui satisfait les trois axiomes de tout à l'heure, ben, elle satisfait aussi forcément ceci. Donc ça s'appelle, on dit que c'est un théorème de la théorie des groupes. Et donc toute structure qui vérifie les axiomes la vérifie aussi. Alors, à vous de jouer. On va commencer un petit jeu qui va nous occuper un petit moment. Alors, ce que je demande maintenant, c'est de trouver une proposition qui ne soit pas un théorème de la théorie. Est-ce que vous avez des suggestions à faire? Il y a un truc très simple. On vient de voir un théorème.
Ah, la commutativité, c'est un très bon exemple. Bon. Mais avant même la commutativité, étant donné qu'on vient de voir un théorème de la théorie, si on veut quelque chose qui ne soit pas un théorème, on va prendre la négation. Et la négation, ça ne va pas être un théorème. D'accord? Puisque si vous dites il y a deux personnages qui sont distincts et qui prétendent tous les deux au statut d'élément neutre, eh bien ça ne peut pas être vrai, mais le problème, c'est que c'est vrai dans aucun groupe. Alors maintenant, si on est un peu plus exigeant et qu'on veut une proposition telle que ni elle ni sa négation ne soient conséquence de la théorie, eh bien, Michel l'a dit, il suffit de dire ça. D'accord? Voilà. Alors, le jeu auquel je vous convie, c'est le suivant. On a vu qu'à cause de cette proposition-là, eh bien, l'existence de cette proposition montre qu'il y a des propositions qui sont vraies dans certains groupes et fausses dans d'autres. Alors, je vais ajouter cette proposition aux trois axiomes de tout à l'heure, et j'obtiens donc une théorie plus riche que la précédente, qui est la théorie des groupes abéliens. D'accord? Et donc, le jeu continue. Je vous demande, est-ce que vous pouvez trouver une proposition qui est vraie, qui ne soit pas conséquence de cette théorie, et sa négation non plus? Alors, oui, bien sûr, tout le monde dit oui, d'accord. Alors, bon. Bon, voilà. Bon, bah, l'exemple, on se le garde pour tout à l'heure, mais vous avez tous un exemple en tête, c'est pas compliqué, d'accord? Alors, on va faire peut-être un peu de terminologie maintenant. Alors, une théorie, c'est juste un ensemble de propositions écrites dans le langage avec la contrainte tout à l'heure, c'est-à-dire du premier ordre. Une structure dans laquelle tous les axiomes de la théorie sont vrais, j'appelle ça un modèle de la théorie. Une théorie qui admet au moins un modèle, on dit qu'elle est cohérente ou consistante. Voilà, tout ça c'est banal, mais enfin bon, c'est juste pour fixer le vocabulaire. Bah, s'il n'y a pas de modèle, on va dire contradictoire, incohérente ou inconsistante. Bon. Et ça, c'est la notion importante. S'il est possible de trouver une proposition qui est vraie dans certains modèles et fausse dans d'autres, eh bien, on dit que la théorie est incomplète. Et donc, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que la théorie des groupes est incomplète et que la théorie des groupes abéliens est incomplète. Et donc, le jeu, c'est chaque fois que j'ai une théorie incomplète, bah, je vais... Ah oui, alors, excusez-moi, il faut que je fixe encore un tout petit peu de terminologie. Bon, la proposition qui n'est pas conséquence et sa négation non plus, c'est donc une proposition qui n'est pas démontrable à partir des axiomes de la théorie et dont la négation n'est pas non plus démontrable. Donc c'est une proposition qu'on ne peut pas démontrer et qu'on ne peut pas réfuter. Bien. Et une telle proposition, on dit qu'elle est indépendante de la théorie. D'accord ? La proposition est indépendante de la théorie, c'est-à-dire qu'il y a des modèles de la théorie où elle est vraie et il y a à côté, par ailleurs, des modèles de la théorie où elle est fausse. Et donc, la théorie des groupes est incomplète, d'accord, celle des groupes abéliens est incomplète, et c'est sûrement à ce genre d'axiome que vous avez tous pensé tout à l'heure. Hein. Il peut y avoir, il est possible que les éléments soient tous d'ordre 2, bon, voilà, et donc on connaît des modèles où c'est vrai, des modèles où c'est faux. Donc la théorie des groupes abéliens est incomplète, et maintenant le jeu c'est ça, chaque fois que j'ai une théorie incomplète, je cherche un coupable. Un coupable, c'est une proposition qui est vrai dans certains modèles et fausse dans d'autres. Et le jeu, c'est ensuite d'ajouter le coupable. Alors, c'est au choix. Le meneur de jeu a un rôle déterminant. C'est moi qui vais vous guider et qui vais vous dire on ajoute ça plutôt que ça. Alors, on va éventuellement ajouter des paquets, des gros paquets d'axiomes. Voilà, et on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, on y va. Donc là, bon, le fait que les éléments soient d'ordre 2, il y aurait une objection analogue pour les éléments d'ordre 3, d'ordre 4, etc. Et donc, je vais ajouter là, brusquement, un paquet infini de propositions que je numérote, qui démarre à H2, donc H2, H3, etc. Et que dit Hn? Elle dit, pour tout élément qui n'est pas l'élément neutre, eh bien, cet élément à la puissance n, c'est-à-dire composé avec lui-même n fois, n'est pas non plus l'élément neutre, et j'appelle ça Hn. Alors, je suis à peu près sûr que 99% des gens présents ici, quand ils ont fréquenté ce genre de choses, ont dû écrire quelque chose du genre, bah, si je ne veux pas qu'il y ait d'éléments d'ordre fini,
ben, je vais dire pour tout n, pour tout x, blabla. Et moi, et pour tout n, pour tout x, blabla, ça prend une seule ligne de votre cahier. Et moi, au lieu d'utiliser une ligne de mon cahier, j'en utilise à f0, j'en utilise une infinité. Et j'écris une infinité de propositions au lieu d'en écrire une seule. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne me contente pas d'écrire pour tout n, pour tout x? Parce que si je faisais ça, je me mettrais en contravention avec la règle de tout à l'heure, qui est on ne quantifie pas sur des objets extérieurs. Et donc, en particulier, on ne quantifie pas sur les entiers. D'accord? Ça ne veut pas dire que le prof qui vous a écrit pour tout n, pour tout x, c'était un mauvais prof. Pas du tout. Bon, mais ça veut dire que si on veut formaliser un peu les choses, ben voilà, il faut respecter ça. Mais nous, on n'a peur de rien, on met des paquets d'axiomes infinis, voilà. D'accord. Alors, après, on obtient donc une théorie, on rajoute. Alors, je vais rajouter tout le paquet. Donc, j'ai les axiomes de groupe, j'ai l'axiome qui dit que c'est abélien, et j'ai tous ces axiomes-là, et donc j'obtiens la théorie que j'appelle la théorie des groupes abéliens sans torsion, les éléments d'ordre fini, on appelle ça des éléments de torsion. Bon. Et donc, je vais vous poser une question, vous avez deviné laquelle. Est-ce que cette théorie est incomplète ou non? Voilà. Alors d'abord, oui, on va examiner des modèles. Vous comprenez bien que pour répondre à une question, est-ce que c'est complet ou non, on se demande est-ce qu'il y a des propositions qui vont être vraies dans certains modèles et fausses dans d'autres. Pour ça, il vaut mieux avoir à sa disposition, dans sa tête, un certain nombre d'exemples de modèles de la théorie, un peu différents les uns des autres, parce que si on n'en a qu'un en tête, on va avoir du mal. Hein. Voilà. Alors, des exemples de groupes abéliens sans torsion, voilà. Les entiers relatifs, les réels strictement positifs avec la multiplication. J'attire votre attention sur le fait que ça, c'est sans torsion, mais si vous mettez aussi les réels négatifs, ça n'est plus sans torsion à cause de moins 1. Voilà. Moins 1 est un élément de torsion, donc voilà. Ça, okay. Donc on a des modèles de la théorie, on a des modèles qui n'en sont pas. Et donc, question, est-ce que c'est incomplet? Autrement dit, est-ce que vous voyez une proposition, alors j'insiste, écrite, qu'on puisse écrire dans le langage de la théorie des groupes, et qui soit vraie dans certains groupes abéliens sans torsion, et fausse dans d'autres? Alors, oui, disent certaines têtes, mais je ne suis pas sûr que toutes pensaient à ça. Parce que ça, effectivement, cette proposition-là, qui dit que le groupe est trivial, elle est vraie dans certains groupes. Le groupe trivial, il n'a pas de torsion, parce que pour qu'il y ait torsion, il faut qu'il y ait un élément différent de l'élément neutre, tel que blabla. Bon, donc on va éliminer ça en augmentant un peu encore la théorie, et on va ajouter l'axiome qui dit que le groupe n'est pas trivial. Il existe x différent de e. OK? Et donc on obtient la théorie des groupes abéliens sans torsion infinie, parce que dès que le groupe est sans torsion et n'est pas réduit à l'élément neutre, il est forcément infini, sinon, voilà, c'est une trivialité. D'accord? Et donc de nouveau, la question c'est est-ce qu'elle est incomplète? Est-ce que vous avez des opinions à ce sujet? Alors, pardon? J'ai pas compris. Z et Z carré, oui, qu'est-ce qui les distingue? Oui, sauf que monogène, malheureusement, ça risque fort d'avoir une quantification sur les entiers. Donc c'est interdit par la loi que je vous ai sauvagement imposée. Bon. OK, alors, toujours, quels sont les modèles de ça? Pardon. Alors, voilà deux modèles bien connus, Z et Q. Alors, y a-t-il quelque chose qui est vrai de Z et pas vrai de Q? Ah. Oui, il y a quelque chose qui est vrai de Z et pas vrai de Q, ou vrai de Q et pas vrai de Z. C'est que dans Q, vous pouvez couper tous les éléments en autant de petits morceaux que vous voulez, et dans Z, vous ne pouvez pas. Non, il n'y a pas de... Non, le successeur, ça ne peut pas dire, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire dans le seul langage des groupes, le successeur, ça n'a pas de sens. Tu es obligé de parler de l'ordre. Or, moi, je n'ai pas d'ordre, j'ai juste l'addition. Enfin, la loi de composition interne. Bon, donc cette formule-là, cette proposition-là, j'essaye de me m'astreindre à dire proposition, bon, on devrait dire formule, mais bon.
Alors, ça, pour chaque x, il y a un y tel que x égale y étoile y. C'est pas vrai dans z, parce que 1, si vous prenez x égale 1, vous ne trouverez jamais un y tel que 1 égale y plus y. Voilà. Bon, et bien ça me conduit... Oui, pardon? Non, je vous assure, le 1 ne peut pas être égal à 2 fois quelque chose. Voilà. Et plus généralement, je crois que les nombres impairs ont du mal. Voilà. Bon, bref, ok. Ah, mais pourquoi ça fait ça là? Bon, ok. Ça va, ça. Ok, donc là, de nouveau, je vais, en bon meneur de jeu, rajouter tout un paquet d'axiomes, parce que vous comprenez bien que le découpage en 2, ce qui va venir après, c'est le découpage en 3. Bon, voilà. Alors, donc je vais appeler Dn la proposition pour tout x, il y a un y tel que y puissance n égale x, et on appelle les groupes qui satisfont ça, la théorie, les groupes abéliens divisibles. Et donc, on obtient si je rajoute ça à tout ce qui précède, on a la théorie des groupes abéliens divisibles sans torsion infinie. Très jolie théorie, à propos de laquelle on va continuer le jeu. La voilà, d'abord, on l'admire. Alors, les triangles petits, c'est des axiomes tout seuls, et les triangles gros, c'est des paquets d'axiomes. D'accord? Donc, aux axiomes inoffensifs du début, j'ai ajouté 2 gros paquets infinis, 2 listes infinies d'axiomes, tout ça pour dire il n'y a pas de torsion, et tout ça pour dire c'est divisible. D'accord? Voilà. Et donc, même question, est-ce que c'est incomplet? Bon, alors, vu l'heure, je ne vais pas attendre que vous m'ayez donné la réponse, et c'est moi qui vais répondre. Ah oui, non, on va quand même regarder des modèles. Très bon, merci pour la suggestion. On va regarder des modèles. Ben voilà des modèles. Le groupe additif des rationnels, des réels, des complexes. Voilà, c'est des modèles tout à fait honorables de cette théorie-là. Et donc, est-ce qu'elle est incomplète? Eh bien, la réponse c'est non. Elle n'est pas incomplète. Et là, je vais vous faire une révélation, tenez-vous bien, c'est que ne pas être incomplet, ça se dit être complet. Voilà. Alors, je parle de théorie cohérente. Hein. Les logiciens qui sont dans la salle sont priés de ne pas m'emmerder avec ça, parce que dans complet, on suppose cohérent. Bien. Alors, cette théorie est complète. Alors, vous voyez que si on essaye de réfléchir à prouver que c'est complet, le chemin ne va pas du tout être le même que pour prouver que c'est incomplet. Prouver que c'est incomplet si on a du flair et si on a ou de la chance ou les deux, bon, il suffit de trouver la proposition coupable et de dire, voyez, celle-là, elle est vraie ici, elle est fausse là, donc la théorie est incomplète, j'ai gagné. Voilà. Prouver que c'est complet, c'est montrer que je n'arriverai pas à trouver de coupable. Et ça, c'est plus difficile. Alors, on peut le faire quand même. Alors, la conséquence de ça, c'est que aucune proposition, et j'insiste, écrite dans le langage de la théorie des groupes du premier ordre, c'est-à-dire avec la contrainte sur la quantification, j'insiste bien, aucune de ces propositions ne permettrait de distinguer le groupe additif des rationnels de celui des réels ou de celui des complexes. Voilà. D'accord. Alors, comment on démontre ça? Je ne vais pas vous faire la démonstration, je vous rassure, mais je voudrais quand même vous citer un théorème de logique, d'abord pour vous montrer que les logiciens ne s'amusent pas qu'à des futilités. Il y a un très joli théorème, un théorème que j'aime bien, dont je vais essayer de vous donner l'énoncé, et grâce auquel on prouve que la théorie en question est complète. Alors ce théorème, le voici. Alors je fais une petite hypothèse qui n'est pas méchante, je vous rassure tout de suite, je pourrais m'en débarrasser au prix d'énoncer de façon un peu plus compliquée, mais je n'ai pas le temps, donc on va supposer que... Alors qu'est-ce que ça veut dire le langage est dénombrable? C'est que la liste des symboles que j'utilise est dénombrable. Alors pour les symboles habituels, parenthèse, variable, un nombre dénombrable suffit, hein, connecteur, quantificateur, il n'y en a pas des milliards. Ce qui risque de peser dans le langage, c'est les symboles de fonctions, de relations, etc. On peut en mettre beaucoup, de constantes. Vous pouvez imaginer de mettre... autant de constantes qu'il y a de nombres réels, et là vous avez un langage qui tout d'un coup est très gros. Bon, là, pour ce qui nous occupe, en tout cas, le langage est archi-dénombrable, donc ce théorème me suffit pour ce que j'ai à faire. Et donc le voilà le théorème. Il dit, quand vous avez une théorie T qui est cohérente,
vous supposez qu'elle n'a que des modèles infinis. Bon, ce qui est le cas de la théorie des groupes abéliens divisibles sans torsion infinie. Et vous supposez qu'elle est incomplète, alors, si c'était le cas, eh bien, vous auriez la situation suivante, c'est que chaque fois que vous avez un modèle de la théorie, eh bien, vous pouvez trouver un autre modèle qui a même cardinalité, c'est-à-dire qui peut être mis en bijection avec le premier, mais qui n'est pas isomorphe. Alors, isomorphe, ça veut dire quoi? Bah, pour les groupes, vous savez, mais d'une façon générale, pour les langages qu'on utilise, isomorphe, ça veut dire que ça respecte toutes les fonctions et toutes les relations du langage dans les deux sens. Voilà. Alors, donc ce théorème, il dit ça. Et ce théorème appartient à ces deux personnages, messieurs Walsh et Vogt. Alors, c'est amusant de savoir, enfin, ou instructif de savoir que L barré O S accent aigu, ça se prononce wash, comme laver en anglais. Voilà. Donc, Walsh et Vogt ont démontré ce truc-là, et c'est un théorème que j'aime beaucoup. Okay. Et il sert ici parce que, qu'est-ce qui se passe dans le cas qui nous occupe? La théorie des groupes en question n'a que des modèles infinis, son langage est dénombrable, mais elle n'a pas de modèle équipotent à R. Vous ne pouvez pas trouver un groupe abélien divisible sans torsion qui a autant d'éléments que R, c'est-à-dire qui peut être mis en bijection avec R, sans être isomorphe à R. Dit autrement, tous les groupes abéliens divisibles sans torsion qui peuvent être mis en bijection avec R, eh bien, ils sont forcément isomorphes à R. Bon, en tout cas, ça suffit à montrer enfin, ça montre que ce théorème peut s'appliquer. Et ce que nous dit ce théorème, ben, c'est que c'est pas possible qu'elle soit incomplète. Et si elle ne peut pas être incomplète, ben, il ne lui reste plus qu'une solution, la pauvre, c'est d'être complète. Voilà. Ok. Alors, pourquoi est-ce que j'affirme ça? Tout modèle, il n'y a pas de modèle équipotent à R qui ne soit pas isomorphe à R. C'est juste que les groupes abéliens divisibles sans torsion, c'est la même chose que les espaces vectoriels sur Q. C'est facile à voir. Quand vous avez un espace vectoriel sur Q, bien évidemment, le groupe additif sous-jacent, il est abélien divisible sans torsion. Et inversement, si vous partez d'un simple groupe tout nu, abélien divisible sans torsion, vous pouvez l'habiller de façon à ce que ça devienne un espace vectoriel. Il suffit de définir une multiplication scalaire, c'est-à-dire une multiplication externe. Donc il faut dire qu'est-ce que c'est P sur Q fois un élément. Mais P fois un élément, c'est l'élément plus l'élément plus l'élément plus l'élément. Et 1 sur Q fois l'élément, c'est l'élément divisé en Q morceaux. Ce qu'il faut voir, c'est que cette division est possible d'une seule façon, mais ça, c'est le sans torsion qui le garantit. Bon, voilà. Peu importe, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de vous avoir montré ce joli théorème. Et donc, c'est grâce à ça que... Bon, on va changer... Tu ne nous as pas montré que le fait que ce soit sur Q, ça suffit. Ça suffit à quoi? Ben si, parce que quand tu as deux espaces vectoriels... Tu as deux Q espaces vectoriels qui sont équipotents à R, qui ont même cardinal que R. Bon, en tant que Q espaces vectoriels, ils sont obligatoirement de dimension finie, parce que les espaces de dimension finie sur Q, c'est dénombrable. Bah oui, c'est Q puissance n, donc c'est dénombrable. Donc, ces gens-là sont obligés d'être de dimension infinie, et même d'être de grosses dimensions, parce que si tu prends une base de ton espace, tu prends un espace vectoriel sur Q, qui a même cardinal que R. Tu prends une base de cet espace vectoriel, elle est obligée d'avoir autant d'éléments que l'espace entier, parce que sinon, étant donné que l'espace n'est fait que de combinaisons linéaires finies d'éléments de la base, tu n'y dépasseras jamais le cardinal de la base si celui-ci n'est pas dénombrable. Donc pour pouvoir avoir un espace qui globalement est comme cardinalité la cardinalité de R, tu es bien obligé que la base elle-même déjà ait la cardinalité de R. Et donc, ce que je viens de dire là, ça prouve que deux espaces quelconques qui ont même cardinal que R ont des bases qui ont même cardinal que R, donc des bases équipotentes. Et il me semble que des espaces vectoriels qui ont des bases équipotentes, bah, c'est des espaces isomorphes. Absolument. Et j'utilise l'axiome du choix depuis le début, vous n'en êtes peut-être pas aperçu, et jusqu'à la fin. Il n'y a aucun problème avec ça. Absolument. Bien. Je n'ai pas entendu de hurlement, ça commence à m'inquiéter, mais bon, on va... de Pologne, je pense. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Oui, merci.
Bon, alors, encore un exemple. Je vais aller très vite parce qu'il est quelle heure déjà? Oui, ça va. Bon, alors, un autre ensemble, on parle d'ensemble ordonné. Alors, cette fois, il n'y a pas de fonction, il y a juste un symbole de relation binaire. Et puis, le reste, c'est l'équipement habituel de tous les langages, des variables, des parenthèses, des connecteurs, des quantificateurs, et l'égalité qu'on met d'autorité partout, qui est un symbole de relation un peu particulier. Bon. Les axiomes d'ensemble ordonné, bon là, quand même, je vais passer vite. Il faut que R, que la relation qui interprète le symbole R soit réflexive, transitive, symétrique. Et cette théorie est violemment incomplète parce qu'il y a des tas de choses. Voilà, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire? Vous ne pouvez pas dire que... Enfin, il y a des endroits où l'ordre est total, d'autres où l'ordre n'est pas total, et ça se dit par une proposition du langage. Il y a des endroits où il y a un plus petit élément et d'autres où il n'y a pas de plus petit élément. Et il y a des endroits où l'ordre est dense, c'est-à-dire qu'entre deux éléments distincts, je peux toujours en loger un troisième. Et bien ça aussi, c'est vrai pour certains ensembles ordonnés. Alors bon, j'aurais pu refaire le jeu pour qu'on arrive triomphalement à une théorie complète, mais on va y aller directement. Et la théorie complète, la voilà. C'est la théorie des ensembles totalement ordonnés denses sans extrémité. Donc si vous demandez que ce soit ordonné, que l'ordre soit total, qu'il n'y ait pas de plus petit élément et pas de plus grand élément, et qu'entre deux éléments quelconques, il y ait toujours un troisième élément, eh bien, vous obtenez cette théorie-là, et cette théorie-là est complète. Et d'ailleurs, le même théorème de Hochvoet permet... Ça veut dire quoi? Sans extrémité. Sans extrémité, pas de plus petit élément, pas de plus grand élément. Voilà. Eh bien, le même argument que tout à l'heure, enfin, le même théorème sert, sauf que cette fois, ce sont tous les modèles dénombrables qui sont isomorphes. C'est-à-dire que si vous prenez un ordre total dense sans extrémité dénombrable, il est forcément isomorphe à l'ordre des rationnels. C'est un théorème connu. Bon, ok. Alors, continuons, parce qu'il faudra quand même que j'arrive à ce dont j'étais censé parler. Hein. Attends, il y a un truc qui me trouble. Les corps réels clos ont l'air d'avoir cette propriété. Les corps réels clos ont l'air d'avoir, en effet, oui, mais c'est des corps, c'est un autre langage. Non, mais parce que tu as rajouté, là, le langage des corps, tu as quitté le langage. Oui. Voilà. Donc, alors, des modèles en voici trois que vous connaissez de la théorie des ensembles ordonnés, totalement ordonnés denses sans extrémité, les rationnels, les réels, et puis même les réels avec quelques trous, donc voilà, j'ai mis un trou, ça suffit. Eh bien, le fait que cette théorie soit complète, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il est impossible de distinguer entre ces gens-là par des propositions du langage. Parce que toute proposition du langage, comme la théorie est complète, ou bien elle va être vraie partout, ou bien elle va être fausse partout. Or, nous, on connaît parfaitement des propriétés qui distinguent ces gens-là. L'ensemble ordonné des réels et l'ensemble ordonné des rationnels, on a appris depuis notre plus jeune âge qu'il y a une propriété très importante qui les distingue, c'est la propriété de la borne supérieure. Hein, toute partie non vide, majorée, admet une borne supérieure. Ça, c'est vrai dans l'ensemble des réels, mais c'est faux. Et ça se dit uniquement en termes d'ordre. Bon, eh bien, ok, mais ça, vous voyez, le toute partie non vide suggère qu'on doit quantifier sur les parties. Et ce que montre la complétude de cette théorie, c'est qu'il n'y a pas moyen de ruser. Il n'y a pas moyen de dire la même chose uniquement avec des quantifications du premier ordre. Bon. Alors voici, on change encore, on passe à un troisième exemple, c'est l'arithmétique. Alors l'arithmétique, cette fois, il faut l'égalité, un symbole de fonction pour le successeur, deux symboles pour l'addition et la multiplication, et un symbole de constante 0. Alors là, je vais faire un abus terrible, c'est-à-dire que je vais désigner de la même façon, pour les groupes tout à l'heure, j'ai pris soin de prendre une étoile pour le langage, et après, c'était interprété par l'addition, par la multiplication. Ici, je vais faire une confusion très fâcheuse, certainement, mais bon, voilà, entre les symboles du langage et leur interprétation dans des modèles. Bon, et il y a les axiomes de Peano, qui sont les axiomes pour formaliser les propriétés de l'ensemble des entiers, les propriétés arithmétiques, ce sont les suivants. Bon, il y a 6 axiomes qui disent des choses sur ce que doit être la fonction successeur, sur l'addition, mais peu de choses finalement, hein, parce que ça dit quoi? Ça dit le successeur, la fonction successeur est injective,
0 n'est le successeur de personne et tous les autres éléments sont le successeur de quelqu'un. 0 est élément neutre pour l'addition, alors je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche, mais vous savez, c'est l'essentiel. Et puis x plus, ouvrez la parenthèse, y plus 1, c'est la même chose que x plus y entre parenthèses plus 1. Et puis 0 tue tout le monde pour la multiplication, et puis x facteur de y plus 1, c'est xy plus x. Bon, voilà. Alors c'est relativement peu de choses, et si on se contentait de ça, on obtiendrait des modèles qui peuvent être éventuellement bizarres. D'ailleurs, il y a toute une théorie qui s'occupe de ça, ce qu'on appelle des arithmétiques faibles, où vous avez des multiplications pas commutatives, des machins, des trucs. Mais en ajoutant le gros paquet d'axiomes qui est là, on réussit à mieux circonvenir les propriétés de l'ensemble des entiers. Et là, vous avez reconnu ce qu'on appelle le schéma de récurrence, qui dit, si vous avez une proposition f de x, eh bien, si f de 0 est vrai, et si pour tout x, le fait que f de x soit vrai entraîne que le f est vrai aussi pour les successeurs de x, alors f est vrai pour tout x. Bon, c'est le schéma habituel de récurrence, mais j'insiste beaucoup sur la chose suivante, il faut que f soit une proposition du langage. Autrement dit, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle propriété qui vous passe par la tête. Ceci ne concerne que les propriétés qu'on peut écrire dans le langage, c'est-à-dire peu de monde. Parce qu'avec un langage dénombrable, vous ne pouvez pas écrire énormément de choses. Vous pouvez écrire une infinité seulement dénombrable de propositions, alors que des propositions concernant les entiers, il y en a 2 puissance à f0. Bon, passons là-dessus. Alors, il y a un truc très emmerdant avec l'arithmétique, c'est que autant tout à l'heure, quand on disait, voyons, est-ce que je peux trouver un truc qui est vrai dans tel groupe, c'est que là, on ne connaît pas énormément de modèles. On en connaît un. Et d'ailleurs, ça a été fabriqué en observant le seul qu'on connaissait, nous sommes nés avec, c'est l'ensemble des entiers, 0, 1, 2, 3, blablabla, et puis on a essayé de décrire les propriétés. Et du coup, se poser la question, par exemple, est-ce que l'arithmétique est incomplète ou non, ben, c'est une question tout à fait honorable, mais on est un peu démuni pour y répondre, enfin, en tout cas, on ne voit pas a priori de chemin. OK. Pourquoi c'est un paquet? Parce que des propositions f, il n'y en a pas qu'une. Et je n'ai pas le droit d'écrire quel que soit f. Voilà. Quelle est la définition de est une proposition? C'est être écrit suivant des règles qui vont de soi et que je te raconterai tout à l'heure en buvant un coup, avec les symboles du langage. C'est-à-dire, j'ai le droit de quantifier blabla, enfin, c'est des trucs, c'est des trivialités. Voilà. OK. Alors, on continue s'il veut bien. Alors, question naturelle. Alors, la première, je l'ai déjà évoquée, est-ce que l'arithmétique de Peano est complète? Bon, la réponse, c'est non, non, non et non. Mais vous voyez que pour prouver que ce n'est pas complet, il faudrait que je sois capable de vous montrer un coupable, comme tout à l'heure. Ben, je vais vous en montrer un, mais beaucoup plus tard dans l'exposé, et ça ne va pas de soi, quoi. Bon, mais on verra, on y reviendra. Autre question, alors, est-ce qu'à ce jeu, je gagne tout le temps? C'est-à-dire, si j'ai été assez rusé comme meneur de jeu pour vous amener où je voulais, est-ce que j'ai toujours une stratégie gagnante? Autrement dit, est-ce qu'on peut toujours, en partant de n'importe quelle théorie cohérente, arriver, en lui ajoutant assez d'axiomes, à la rendre complète si elle ne l'était pas au départ? Et là, la réponse est absolument lumineuse. Voilà. Alors, ça dépend. Ça dépend de votre niveau d'exigence. Si vous acceptez n'importe quoi comme théorie étendue, la réponse est oui, vous pouvez toujours arriver à une théorie complète, et ça, c'est encore l'axiome du choix. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est Zorn, vous pouvez... bon, c'est facile, hein, c'est trivial. Si vous avez Zorn à votre disposition, il va vous garantir qu'il y a toujours une extension complète à une théorie cohérente, une extension cohérente complète. Bon. Seulement, le problème, c'est, des fois, il vaut mieux pas aller regarder à quoi ressemble l'objet dont vous avez assuré l'existence, parce que des fois, il est juste inobservable. On ne peut pas le regarder parce que on ne peut même pas faire la liste des axiomes. C'est une question d'effectivité. Et donc, si vous êtes un peu plus exigeant et que vous voulez une théorie qui soit à peu près présentable, qu'on puisse montrer à ses copains sans rougir de honte, ben là, c'est non. Voilà. Bon, mais on reviendra là-dessus. Bien. Et puis ça, c'est un peu plus redoutable, et c'est là que je voulais en venir.
Est-ce que les mathématiques sont complètes? Alors évidemment, pour que ceci ait un sens, encore faut-il faire des mathématiques une théorie comme les trois que nous venons d'observer. Et ben, c'est ce que nos ancêtres ont fait, et avec succès, malgré les résultats négatifs dont vous avez tous entendu parler, ça marche quand même assez bien, et c'est de ça que je vais parler dans la deuxième partie de cette histoire. Bien. Eh bien, on avance. À quelle heure j'ai commencé, Fabrice? Bon, merci. Ok, alors, donc la chose s'est située au tournant du 19 au 20e siècle. Et donc, la théorie des ensembles a été créée justement dans le but d'essayer de formaliser les mathématiques. Et, et donc, il y a une théorie des ensembles, et donc il y a des axiomes pour la théorie des ensembles, mais les axiomes, ça ne va pas sans les modèles. Si vous avez des axiomes, vous avez des modèles, sinon l'existence n'aurait aucun charme. Bon, voilà. Donc il faut des axiomes, et en face des axiomes, il y a des modèles. Et alors la chose difficile, c'est d'imaginer qu'est-ce que c'est que les modèles théorie des ensembles. Alors je précise tout de suite que mon exposé s'adresse indifféremment à toutes les religions, et donc vous pouvez être platonicien ou pas platonicien, c'est égal. Tout ce que je vais dire, je pense, est recevable. Il y a des gens qui considèrent qu'il y a un univers mathématique qui existe indépendamment de nous, et que nous, notre travail, c'est de le découvrir, d'en découvrir les propriétés progressivement. Et puis il y a des gens qui ne pensent pas ça, et qui pensent que les mathématiques, c'est au fond l'univers un univers qu'on fabrique sans arrêt, et qu'il peut y en avoir éventuellement plusieurs. Si on veut comprendre les histoires de propositions indécidables en mathématiques, je crois qu'il est vraiment important d'avoir à l'esprit cette idée qu'il peut y avoir plusieurs modèles de la théorie des ensembles. Autrement dit, il peut y avoir plusieurs univers mathématiques qui ne sont pas exactement les mêmes. Alors évidemment, ces univers mathématiques différents, ils vont quand même avoir des points communs, fort heureusement, et on va pouvoir y faire des tas de choses qu'on fait tout le temps en mathématiques, on va pouvoir y faire de l'analyse, de l'algèbre, etc. Bon, mais il y a des moments où ça va diverger, mais ces moments sont suffisamment loin pour que ça ne pose pas véritablement un problème. En tout cas, on peut faire beaucoup de mathématiques sans se préoccuper de l'univers dans lequel on vit. Mais enfin, c'est cette question de dans quel univers mathématique est-ce que je vis qui est importante pour mon exposé aujourd'hui. Bon, alors, donc le langage, il est étonnamment simple, c'est presque miraculeux. C'est qu'avec deux symboles, et même si l'égalité est considérée comme donnée dans le package par défaut, il n'y a que l'appartenance que vous rajoutez. Eh bien, vous rajoutez l'appartenance, et avec ce qui est un symbole de relation binaire, et avec ce seul symbole, et avec un langage du premier ordre, avec la contrainte de quantification uniquement sur les objets et pas sur les parties, vous pouvez reconstituer à peu près tout l'édifice mathématique, bon, avec des questions qui vont rester posées, bien entendu, mais enfin, voilà, on va pouvoir redéfinir toutes les notions, rien que dans ce langage-là, c'est une chose que je trouve assez extraordinaire. Et donc le monde mathématique, c'est un univers. Alors évidemment, pour les groupes, je disais, c'est un ensemble muni d'une loi de composition, etc. Ici, je ne vais pas dire c'est un ensemble muni de la relation d'appartenance, parce que les objets dans l'ensemble, c'est eux-mêmes des ensembles. Donc il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Donc on a l'habitude, en théorie des ensembles, de parler d'univers. Eh bien, il y a l'univers, et puis les objets qui sont à l'intérieur, on les appelle ensembles, et qui sont un ensemble à un niveau de formalisation qui n'est pas le même. On a descendu ou monté d'un niveau, ça dépend comment vous représentez les choses. Et l'idée, c'est donc la possibilité qu'il existe beaucoup d'univers, beaucoup de modèles de la théorie des ensembles. Cette idée est vraiment fondamentale. Alors voici un exemple d'axiome. Tiré de la panoplie de messieurs Zermelo et Frankel. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit, cet axiome? Pendant que vous essayez de comprendre ce qu'il dit, on va boire un coup. Alors,
tous les objets sont des ensembles. Hein. Donc, il faut lire ça comme... Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, pour tout x, pour tout ensemble x, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je peux trouver un ensemble y tel que quoi? Tel que, pour n'importe quel z, eh bien, être dans y équivaut à satisfaire ça. Donc, qui y a dans y? Il y a les gens qui satisfont ça, les z qui satisfont ça, et seulement ceux-là. Quels sont les z qui satisfont ça? Ben, pour tout t, t appartient à z implique t appartient à x. Vulgairement parlant, ça se dit z est inclus dans x, absolument. Donc vous pouvez remplacer ça par z est inclus dans x. Sauf que je n'ai pas mis un symbole dans mon langage pour dire inclus, ce sera une abréviation, bien sûr. Z inclus dans x sera exactement une abréviation pour cette proposition-là. Et évidemment, je ne vais pas me priver d'utiliser des abréviations. Et donc, qui est-ce qui habite dans y? Eh bien, habite dans y tous les z qui vérifient qu'ils sont inclus dans x. Donc, c'est qui y? C'est l'ensemble des parties de x. Et donc ça s'appelle effectivement l'ensemble des parties. S'il veut bien, voilà. Ça s'appelle l'axiome de l'ensemble des parties. Et c'est un parmi beaucoup d'autres. Et je ne vous raconte pas les autres parce que ce n'est pas l'objet, mais bon, il y a une liste d'axiomes qui est, je vous le rassure, infinie. Et infinie dénombrable, mais infinie quand même, qui constitue les axiomes de Zermelo-Fraenkel. Bien. Alors, je reviens sur ce que j'ai affirmé imprudemment tout à l'heure, et incorrectement. Il pourra et même il devra exister beaucoup d'univers. Mais malheureusement, rien n'est moins sûr. Le fait est qu'on n'en sait rien. Le petit problème, c'est qu'on ne sait pas s'il y a un modèle de la théorie des ensembles. Et ça, contrairement à l'arithmétique, où on en connaît un quand même, et bien, théorie des ensembles, on ne connaît pas de modèle. Et non seulement on n'en connaît pas de modèle, mais ce sinistre individu-là nous a dit qu'on aurait beau suer sang et eau, on n'arrivera jamais à savoir, à prouver qu'il y en a un. Bon. Donc tout ce que je peux dire, c'est s'il y a un univers... Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'énoncés, c'est aussi un des charmes de la théorie des ensembles, c'est qu'il y a plein d'énoncés de la théorie des ensembles qui commencent par « si la théorie est consistante, alors ». On est obligé de dire ça, parce que si la théorie est contradictoire, vous pouvez démonter n'importe quoi avec, c'est pas... Voilà. Donc on est obligé de faire ça. Bien. Qu'est-ce qu'il y a après? Voilà. Alors, le théorème de Gödel... Bon, il y a plusieurs théorèmes, pour l'instant, je me contente de dire ça, c'est que la théorie des ensembles n'est pas complète, et surtout qu'on ne peut pas lui ajouter de façon raisonnable des axiomes pour la rendre complète. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous autorisez qu'on ajoute de façon pas raisonnable, là vous pourrez, mais de façon raisonnable, c'est pas possible. Et ce qui est là-dessous, c'est la notion d'effectivité. On veut pouvoir avoir un ensemble récursif d'axiomes. Sinon, ce n'est pas la peine. Voilà. Bien. Et le théorème de Gödel un des théorèmes de Gödel peut s'énoncer comme ça. Toute théorie récursive cohérente qui contient l'arithmétique de Peano, ou tout au moins qui contient... le qui contient peut être un peu relâché, c'est-à-dire dont je peux déduire l'arithmétique de Peano d'une certaine façon, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, eh bien, elle est forcément incomplète, et Gödel nous donne une proposition coupable. Le gros problème, c'est que la proposition que nous donne Gödel, qui s'appelle cohérence de T, coh de T, c'est une proposition à laquelle on ne songe pas à chaque fois qu'on fait de l'arithmétique, quoi. Enfin, c'est un truc qui dit, oui, la théorie T n'est pas... Il y a des codages abominables, donc on ne sait pas du tout ce qu'elle dit, à vrai dire, qu'est-ce qu'elle dit sur les entiers, on n'en sait rien. Sauf qu'il va s'avérer que cette proposition qui, en fait, in fine, affirme la cohérence de la théorie des ensembles, eh ben, elle n'est pas prouvable dans la théorie des ensembles, mais elle est vraie, c'est une proposition arithmétique, en fait. Et elle est vraie dans le modèle habituel, dans celui qu'on connaît. Mais sauf que ça ne dit rien sur les entiers qu'on connaît. Voilà. Alors, continuons. Ah oui, le théorème de Goodstein. Je vais peut-être quand même passer très très vite là-dessus, parce que, bon, c'est un truc qui est plaisant, je ne sais pas si vous connaissez tous. Bon, votre entier favori, c'est 89. Donc vous prenez 89 et vous essayez de l'écrire en base 2. Alors bon, ça donne ça, ça donne ça, sauf si je me suis trompé. Mais bon, voilà. Et alors, bon, je vais très vite. Donc,
une fois qu'on a ça, on insiste et on essaye de faire la même chose pour les exposants. C'est-à-dire qu'on veut que les exposants aussi soient écrits en base 2, de sorte qu'à la fin, il n'y a plus que des 2, des 1 et des 0. On peut faire disparaître les 1 en mettant 2 puissance 0, mais ça ne change rien à l'affaire. Bon, alors, on définit à partir de là une suite. On est parti de 89, évidemment. Le premier élément de n'importe quelle suite, c'est 89, c'est bien connu, de quelle suite d'entiers. Eh bien, dans cette nouvelle écriture, on remplace partout les 2 par des 3. OK, donc on obtient ce nombre-là. Bon, là aussi, c'est aux erreurs de calcul près. Bon. Et puis après, on fait la chose redoutable suivante, on fait moins 1. On retire 1. Et on obtient un nombre qui est le deuxième élément de ma suite. A0, c'était le premier, A1, c'est le deuxième. Le voilà, c'est lui. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue. S'il veut bien, voilà. Autrement dit, A1, on va l'écrire en base 3, qui est évidemment plus la même chose que ça, puisque j'ai enlevé 1. Donc l'écriture en base 3, c'est plus la même, bien sûr. Alors, c'est plus la même, vous voyez que ça dépend. Enfin, ça dépend. Donc, ce n'est jamais la même, mais elle peut différer très peu ou différer un peu plus que très peu. Bon. Et ensuite, vous l'écrivez en base 3, vous remplacez partout les 3 par des 4, y compris dans les exposants. Et puis vous enlevez 1, vous obtenez A2, et vous continuez. Eh bien, que dit le théorème de Gutstein? Il dit, ça tend vers 0. Voilà. Alors ça, c'est un peu surprenant, mais c'est un constat qu'on peut faire. Voilà, en réitérant, on finit par trouver 1, puis 0. Parce qu'évidemment, une fois que vous avez 1, l'opération que j'ai décrite consiste à retirer 1, donc c'est 0. Et là, ça s'arrête. Et Gutstein... Alors, ce qui est invraisemblable, c'est comment l'idée est venue à cet homme de considérer cette suite. Là, j'ai jamais pu comprendre. Bon, toujours est-il qu'il l'a fait, le bougre, et qu'il a montré que cette suite tendait vers 0. La démonstration est absolument splendide. Je ne vais pas la faire. Elle fait appel à la notion d'ordinal. Donc, c'est une démonstration qui se fait dans le cadre de la théorie des ensembles. Et... oui, bon, c'est ce que je viens de dire, très bien. Mais ce théorème, en fait, peut être formulé comme une proposition du langage de l'arithmétique. Alors, il faut faire un certain nombre d'acrobaties, vous voyez. Bon. Mais c'est des acrobaties que vous pouvez, j'imagine, assez... Faites-moi confiance, on peut écrire ça sous la forme d'une proposition de l'arithmétique. Et donc, on va avoir une proposition de l'arithmétique. Eh bien, le statut de cette proposition de l'arithmétique, c'est qu'elle est vraie dans l'ensemble... le seul modèle que nous connaissions de l'arithmétique, c'est-à-dire l'ensemble des entiers, notre ensemble des entiers à nous, celui dans lequel nous sommes nés, mais elle ne peut pas être prouvée à partir des axiomes de Peano. Ce n'est pas une... Autrement dit, il existe des modèles de l'arithmétique de Peano dans laquelle elle est fausse. Et de fait, la démonstration qui est faite dans le cadre de la théorie des ensembles utilise une notion qui est la notion d'ordinal qui sort complètement du cadre de l'arithmétique. Donc, contrairement à la formule de Gödel, à la proposition de Gödel qui est totalement incompréhensible, là, on a une formule qui dit une chose tout à fait compréhensible par tout le monde. Cette histoire de fabriquer la suite de Gutstein et dire est-ce qu'elle converge ou non, c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Oui, il y a que cette preuve de l'indépendance est due à ces deux messieurs, Paris et Kirby, et date de 1982. Donc, c'est relativement récent. Et je suis incapable de faire cette preuve-là, je le dis tout de suite. Bon, alors maintenant, j'en viens à la notion, qu'est-ce que c'est que des propositions vraies mais non démontrables? Bon, j'espère que vous avez maintenant à peu près une idée de ce que j'entends par une proposition qui est vraie dans certains modèles et pas dans d'autres. C'est celle-ci qu'on va dire indécidable, mais le mot n'est pas bon, je préfère beaucoup dire indépendante. Donc vous pouvez comprendre ce que c'est qu'une proposition indépendante, c'est une proposition qui va être vraie dans certains modèles de la théorie des ensembles et fausse dans d'autres. Vrai mais non démontrable, c'est aussi une chose qu'on entend et pour laquelle on ne sait pas vraiment donner à laquelle on ne sait pas vraiment donner un statut. Bon, le théorème de Gutstein est donc considéré comme vrai mais non démontrable. Il est vrai parce qu'il est vrai dans l'ensemble des entiers auxquels je suis habitué. Dans mon ensemble des entiers, le théorème de Gutstein est vrai. Mais il n'est pas démontrable à partir des axiomes de la théorie. Alors, pour ça, il faut faire la différence entre modèle non standard et modèle standard de l'arithmétique.
et de la théorie des ensembles. Et je vais essayer de faire ça. Est-ce que c'est la diapo? Oui, à peu près, oui. Alors, que vous preniez un modèle de l'arithmétique ou un modèle de la théorie des ensembles, dans les deux cas, vous pouvez reconstituer les entiers. Vous pouvez fabriquer des entiers. Et vous avez une définition des entiers. Alors, dans un modèle de l'arithmétique, ce n'est pas compliqué. Tous les éléments du modèle sont des entiers. Les entiers du modèle, ce sont tous les éléments du modèle. Dans le modèle de la théorie des ensembles, il y a des ensembles qui ne sont pas des entiers, mais il y a des ensembles à qui on assigne le statut d'entier, et ils ont une définition qui est parfaitement catholique ou cachère, comme vous voulez, ou pas comment on dit, qui ne fait en tout cas pas intervenir ma notion d'entier à moi. C'est-à-dire, je ne dis pas les entiers dans le modèle, c'est 0, puis c'est 1, puis c'est 2, puis c'est 3, puis etc. Je donne une définition qui est irréprochable, d'accord? Et qui ne contient pas de etc. point de suspension. Et en particulier pour les entiers dans un modèle de la théorie des ensembles, c'est ce qu'on appelle les ordinaux finis. Et être un ordinal, c'est être un ensemble bien ordonné par la relation d'appartenance et transitif. Donc tout ça est parfaitement bien défini. Donc on a dans ces modèles des objets qui sont les entiers du modèle. Alors, dans ces entiers, évidemment, il y en a qu'on peut reconnaître plus ou moins. On peut dire, tiens, celui-là, il ressemble à 0. Bah oui, 0, c'est quoi? Dans un modèle de Peano, 0, c'est l'interprétation du symbole de constante 0. Dans un modèle de ZF, dans théorie des ensembles, bon, on décide que 0, c'est l'ensemble vide. Bon, et en effet, c'est l'ordinal ensemble vide a la propriété d'être un entier et d'être le plus petit des entiers, etc. Après, on a l'entier 1. Qu'est-ce que c'est dans un modèle de Peano? 1, c'est le successeur de 0. Dans un modèle de la théorie des ensembles, 1, c'est l'ensemble singleton vide. Bon. Et puis, on peut aussi reconnaître 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et donc, comme ça, on a nos entiers à nous, ceux dans lesquels nous avons toujours vécu. Et puis, il y a les entiers des modèles. Et donc, ça donne ça. Nos entiers, ils sont à gauche. Ceux de la maternité, de la crèche, de la maternelle, je ne sais pas quand ça commence exactement, je pense que ça commence sans doute avant. Et puis dans un modèle de Peano, 0 est représenté par 0 indice P, hein, pour Peano, c'est 0, puis successeur de 0, puis le successeur du successeur, puis le successeur du successeur, etc. Et puis au rang n plus 1, mais c'est mon n plus 1 à moi, eh bien c'est ce S n plus 1 de 0. Mais vous voyez que ce n plus 1 qui est là, c'est mon n plus 1 à moi. Ce n'est pas un n plus 1 du modèle, c'est un objet extérieur au modèle. C'est juste que je suis à l'extérieur du modèle et je m'évertue à appliquer S, puis S, puis S, puis S. Voilà. Et donc j'obtiens ainsi des entiers qui représentent les miens. Dans un modèle de ZF, bon, la construction est un peu différente. On part de vide, puis singleton vide, puis paire vide, singleton vide, ensemble à 2 éléments, puis un ensemble à 3 éléments qui est justement les 3 précédents. Et puis on passe d'un au suivant en faisant le précédent union singleton du précédent. Bon, c'est une opération qui fonctionne et qui me fournit des représentants tout à fait acceptables de mes entiers à moi. Oui, sauf que j'ai une définition dans les modèles de la théorie des ensembles, j'ai une définition d'un entier. Un entier, c'est un ordinal fini. Bon, et un ordinal fini, alors tous ces gens-là sont certainement des ordinaux finis. Mais il y a peut-être des ordinaux finis que je n'atteindrai jamais avec mes seuls pauvres entiers. Est-ce qu'en faisant 0, puis en faisant cette opération-là, à chaque fois prendre l'union avec le singleton du précédent, est-ce que je vais épuiser tous les entiers du modèle ou non? Même question ici, est-ce qu'en appliquant avec insistance la fonction successeur, je vais épuiser les éléments du modèle ou est-ce qu'il va en rester? Donc tout tient à ces points d'interrogation. Pour moi, ici, il n'y a plus rien. Moi, j'ai mes entiers à moi, et puis il s'arrête là. Il s'arrête à cet étage-là. Tandis que là, peut-être qu'il y a du monde ici, et peut-être qu'il n'y a personne. Alors, on va avoir tendance à avoir une petite préférence pour les modèles où il n'y a personne ici. Ou pour les modèles où il n'y a personne là. Et ces modèles où il n'y a personne là et là, on va les appeler les modèles standards. Bon. C'est les entiers qui sont là, dans le modèle, on les appelle les entiers standards. C'est-à-dire ceux que moi, je peux contrôlé comme étant 0, le successeur de 0, le successeur du successeur, etc., etc. Ici, c'est un autre procédé, mais tout à fait contrôlable par moi, et les entiers de ma jeunesse y suffisent. Après,
Bon, alors s'il n'y a rien après, j'ai affaire à ce que j'appelle un modèle standard. Bien. Alors, dans un modèle de Peano ou de la théorie des ensembles, il y a donc des représentants de nos entiers à nous, qu'on appelle les entiers standards, mais il peut y en avoir d'autres. S'il y a des entiers non standards, ben on va dire le modèle est non standard. Alors, pour l'arithmétique de Peano, nous avons un modèle standard, qui est le seul qu'on connaisse, c'est l'ensemble des entiers dans lequel nous avons baigné depuis toujours. Il est unique à isomorphisme près. Il ne peut pas y avoir deux modèles standards non isomorphes. En revanche, il y a beaucoup de modèles non standards. Il y a forcément des modèles non standards. Ça, des théorèmes de logique qui nous assurent de ça. Et d'ailleurs, on peut en décrire à peu près. Enfin, on peut plus ou moins les décrire. Enfin, il y en a, c'est sûr. En théorie des ensembles, alors là, je suis obligé de prendre cette précaution oratoire. Si la théorie des ensembles est cohérente, alors elle a beaucoup de modèles standards et beaucoup de modèles non standards. Parce que, autant du côté de l'arithmétique, le modèle standard est unique, autant du côté de la théorie des ensembles, alors là, c'est le bordel, c'est déjà le bordel au niveau standard. Bon, voilà. Oui. Alors, bon, qu'est-ce que je raconte après ? Eh bien, bilan de tout ça, nous avons donc ces deux propositions, cohérence de T, la fameuse proposition de Gödel, qui affirme la cohérence de la théorie T. C'est une proposition arithmétique, elle n'est pas prouvable à partir de T, mais elle est vraie dans le modèle standard. Sauf qu'elle ne nous dit rien, encore une fois. On ne comprend rien à ce enfin, c'est pas qu'elle dit rien, c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'elle dit des entiers habituels. Hein, en revanche, le théorème de Gunstein, il dit quelque chose qu'on comprend. Et cette chose qu'il dit et qu'on comprend, eh bien, elle n'est pas prouvable dans Peano, mais elle est vraie dans le modèle standard. Et encore une fois, la preuve passe par un détour par la théorie des ensembles, c'est-à-dire par la théorie des ordinaux. Bien. Oui, bon, ça va aller. Alors, des propositions indépendantes de la théorie des ensembles. Peut-être qu'il est temps que je dise pourquoi je n'aime pas le mot indécidable. Non, je le dirai après avoir vu ça. Donc l'axiome de fondation, qui est peut-être le moins connu de tous, et qui dit ça. Tout ensemble non vide est disjoint d'au moins un de ses éléments. Ça peut paraître saugrenu, mais bon, voilà. Imaginez-vous que vous êtes dans un univers où tout objet est un ensemble. Donc les éléments d'un ensemble, ce sont aussi des ensembles. Donc ils ont peut-être des éléments, et peut-être qu'ils ont des éléments avec l'ensemble dans lequel j'ai été les chercher. Donc ça a un sens de dire qu'un ensemble est disjoint d'au moins un de ses éléments. Ben, dire que tout ensemble est disjoint, non vide, est disjoint d'au moins un de ses éléments, ben, c'est un axiome qui comme maintenant on met systématiquement dans les packages théorie des ensembles, et aucun théoricien des ensembles ne vous dira qu'il met ça de côté. On le rajoute systématiquement. Mais bon, il se trouve qu'il est indépendant des autres. Enfin, et donc, oui, ce qu'il a comme conséquence, cet axiome-là, c'est que vous n'avez pas de suite infinie. Vous ne pouvez pas avoir partir d'un ensemble et puis construire une suite avec un élément de cet ensemble, puis un élément de cet élément de façon indéfinie. Et en particulier, vous ne pouvez pas avoir de boucle. Et donc, vous ne pouvez pas avoir des situations avec A appartient à A, parce que ça ferait une boucle infinie descendante. Si vous aviez A appartient à A, ben A appartient à A, appartient à A, appartient à A, vous avez... Et ça, c'est interdit par l'axiome de fondation. Donc, c'est un axiome raisonnable. Parce que A appartient à A, c'est une chose qui vous fait horreur, tous. Bon, mais qui n'est pas exclue par les axiomes précédents. Ce que je veux dire, c'est que les axiomes initiaux n'excluent pas cette situation-là. Bien. Bien. Non, ah oui, j'appuie sur ce bouton-là, voilà. Alors, l'hypothèse du continu, ça, vous connaissez, hein, toute partie infinie de l'ensemble des réels est soit dénombrable, soit équipotente à R. Bon, bah voilà, donc la signification du fait que ça, c'est indépendant de la théorie des ensembles, c'est que si la théorie des ensembles est cohérente, alors il va exister des modèles de la théorie des ensembles dans lesquels règne l'hypothèse du continu, et à côté, d'autres modèles de la théorie des ensembles dans lesquels règne la négation de l'hypothèse du continu. Et je vous précise tout de suite que ce coup-ci, ça n'a rien à voir avec le fait d'être standard ou non. Vous pouvez trouver des modèles standards dans les deux cas. Ces propositions-là sont vraiment au niveau de la théorie des ensembles et dépassent l'arithmétique. Ça n'a plus rien à voir avec l'arithmétique. Et après, bah, l'axiome du choix, s'il veut bien apparaître, voilà. Bon, une des formes d'axiome du choix, vous en connaissez 36 000. Si vous avez un ensemble X dont tous les éléments sont des ensembles non vides, eh bien, vous pouvez trouver un ensemble Y
qui a exactement un élément en commun avec chaque élément de X. Donc vous voyez que c'est un procédé qui vous autorise à sélectionner un élément dans chaque ensemble non vide, tous ces ensembles non vides au départ ayant été les éléments d'un même ensemble X. Voilà. Et ça, c'est pareil que l'hypothèse du continu, c'est-à-dire que si la théorie des ensembles n'est pas contradictoire, eh bien, il va y avoir des modèles de cette théorie avec axiome du choix et des modèles de cette théorie avec négation de l'axiome du choix. Oui, bon, ce que permet de faire l'axiome du choix, je n'ai pas besoin de vous apprendre ça. Bon, on peut faire des tas de mathématiques, et la plupart des mathématiques élémentaires, dans des univers où règne l'axiome du choix, aussi bien que dans des... Bon, tout dépend de ce que vous appelez élémentaire. Évidemment, il y a des théorèmes fondamentaux qui exigent l'axiome du choix. Bon. Mais enfin, bon, disons que peut-être que l'enseignement à l'école primaire, voire au collège, peut se passer de l'axiome du choix. D'accord. Donc, et idem pour l'hypothèse du continu, bien sûr. Ceci dit, il y a des résultats assez spectaculaires. Anatole Khelif a montré qu'un résultat issu des mathématiques de cet individu-là était dépendant de l'hypothèse du continu, c'est-à-dire était vrai si l'hypothèse du continu est valable et faux dans le cas contraire. Enfin non, il n'a pas démontré faux dans le cas contraire. Non, voilà, on ne sait pas dans le cas contraire. Voilà. Donc évidemment, ça intervient dans des parties des mathématiques, mais encore une fois, ce n'est pas les mathématiques de collège. Bon. Ah, ben voilà une question que j'aurais pu poser au début. Qu'est-ce que ça veut dire démontrer? Bon, je vais essayer d'aller vite parce que je crois que je commence à en avoir marre, à juste titre. Qu'est-ce que ça veut dire des propositions démontrables à partir d'une théorie? Alors, il y a deux réponses possibles à ça, la sémantique et la syntaxique. La sémantique, c'est celle que j'ai privilégiée et que je privilégie de façon naturelle parce qu'il me semble que c'est comme ça qu'on fait des maths. Quand on fait des maths, on ne se demande pas, ah, voyons, est-ce que je viens d'appliquer le modus ponens ou est-ce que je viens d'appliquer la règle de généralisation ou l'introduction d'un implique. Bon, quand on fait des maths, on se dit, je prends un groupe et je regarde, est-ce que dans ce groupe, telle chose est vraie. Donc, il me semble, moi, mais peut-être que d'autres ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, j'estime que c'est le point de vue sémantique qui est privilégié dans la tête des matheux, mais peut-être je me trompe. Enfin, en tout cas, dans la mienne, il l'est. Donc, une proposition est sémantiquement démontrable à partir d'une théorie T si elle est satisfaite dans tous les modèles de T. Alors, évidemment, avec cette définition, vous voyez que ce n'est pas difficile d'être démontrable à partir d'une théorie contradictoire. Voilà. Et le point de vue syntaxique, c'est une proposition est démontrable si je peux en montrer une démonstration. Alors, une démonstration, qu'est-ce que c'est? Une démonstration formelle. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs notions de démonstration formelle, ça dépend du système de règles de déduction que vous choisissez et des axiomes. Mais pour peu que vous fassiez ça de façon raisonnable, ce qui est intéressant, c'est que vous allez toujours avoir les mêmes résultats dont je vais parler dans un instant. En gros, ça va être une suite. Alors des fois, ce n'est pas une suite, c'est un arbre, mais bon, peu importe. Ce sont des propositions déjà établies à partir desquelles, en appliquant des règles mécaniques, vous allez pouvoir obtenir la proposition que vous avez en vue. Bon, la règle de déduction qu'on utilise dès l'école primaire, c'est le modus ponens. Si A est vrai et si A implique B est vrai, alors B est vrai. Bon, je suis sûr que peu de gens se disent quand ils appliquent ça, tiens, je suis en train d'appliquer le modus ponens. Bon, d'abord, ils ne savent pas que ça s'appelle modus ponens, ça s'appelle la règle de détachement aussi. Voilà. Bon, et alors le théorème majeur, c'est ça. C'est le théorème de complétude, qui dit les deux notions coïncident. C'est-à-dire être prouvable sémantiquement, au sens c'est vrai dans tous les modèles de la théorie, ou être prouvable syntaxiquement, c'est-à-dire il existe une démonstration sous forme d'une suite de propositions, eh bien c'est la même chose. Et ce, quelle que soit la façon de choisir, à condition que vous ne fassiez pas des choix délirants. Mais si vous faites des choix raisonnables d'un système de règles, d'axiomes et de règles de déduction, eh bien, vous allez avoir la complétude, c'est-à-dire que... Et le fait que nous soyons dans le cadre d'un système de langage du premier ordre est ici crucial, pour que ce soit vrai comme ça. Et donc, les deux se valent. Et ce théorème, mon maître Krivine Jean-Louis
a coutume de dire ceci, et je suis d'accord avec lui. Pour moi, c'est plus important que les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Ce théorème-là est vraiment... moi, je trouve ce théorème absolument impressionnant. Bon, beaucoup de gens m'ont déjà dit que je délirais en pensant ça, mais bon, j'aime bien délirer de temps en temps. Voilà, bon, voilà, on approche de la fin. Bon, les mathématiques sont incomplètes, oui, vraiment incomplètes, dans un sens dont j'espère vous avoir donné un vague aperçu. Et puis, voilà, vous avez beau ajouter des axiomes, si elle n'est pas contradictoire, vous aurez toujours des propositions. Ah oui, du coup, j'ai loupé l'essentiel. Pourquoi je mets des guillemets à indécidable? Eh bien, pour la raison suivante. Il y a deux notions qui sont concurrentes pour le mot indécidable. Les logiciens, ils ont l'habitude, je crois plutôt, de réserver le mot décidable ou indécidable à des questions d'effectivité. C'est-à-dire qu'on va dire que par exemple, qu'une théorie est décidable si, pour toute proposition, il existe un algorithme effectif pour décider si, oui ou non, elle peut se déduire. Voyez, alors que dans tout ce dont j'ai parlé ici, la question de l'effectivité était totalement absente. La question, c'était juste, est-ce que c'est vrai dans tous les modèles ou pas, et que le fait d'arriver à prouver que ce soit vrai se fasse de façon effective, récursive ou quoi, je ne m'y intéresse pas du tout. Donc c'est pas la même question. Évidemment, il y a des rapports, mais c'est pas la même question. Alors, moi, je préférerais beaucoup qu'on dise indépendant plutôt que indécidable, mais on ne va pas aller contre ce qui se fait de façon absolument universelle. Les gens, ils disent indécidable pour ça. Et Gödel lui-même disait indécidable, mais le problème, c'est que je ne parle pas allemand et je ne sais pas quel mot il utilisait. Mais évidemment, à l'époque déjà, il y avait la distinction. Et il y a aussi, associé au théorème d'incomplétude de Gödel, les théorèmes d'indécidabilité de Turing et de Church, qui, eux, parlent de questions d'effectivité. Et bon, c'est pas exactement la même chose. Je trouve qu'indépendant, en plus, ça dit beaucoup mieux ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez une théorie, et puis, j'en reviens au groupe de tout à l'heure. Vous avez des propositions, la commutativité des groupes, c'est indépendant. C'est un peu ridicule de dire qu'elle est indécidable dans la théorie des groupes. Mais dire que c'est indépendant, ça a un sens qui me paraît plus précis. Voilà, un peu de bibliographie. Je suis désolé de me citer, mais bon, j'ai vaguement écrit des choses dans les 2 chapitres de ce livre avec mon ami Lascar. Et puis, donc, il y a le bouquin de Krivine qui est une Bible aussi. Il y a le bouquin de Patrick de Hornoy qui a été publié par l'édition Calvage et Mounet en 2017, mais dont on est déjà au 2e tirage. Il y a eu un tirage corrigé récemment, je n'ai pas la date précise en tête, donc essayez d'avoir le 2e tirage où il y a un certain nombre de coquilles et de fautes de frappe qui ont été corrigées. Et puis sur le théorème de Gutstein, vous pouvez consulter ces deux références. Donc il y a un article de Michel à cette adresse-là, voilà. Et puis, il y a une vidéo qui est formidable, c'est une conférence que Patrick de Hornoy a faite à la BNF dans le cadre des conférences Un texte, un mathématicien, où il parlait de Cantor et de l'infini, et où il a montré à des élèves de lycée, il a donné une démonstration du théorème de Gutstein. Bon, c'est joli à voir, et vous pouvez la retrouver là-dedans, et je crois que j'ai terminé. Voilà.